Merci à tous d'être présents cet après-midi pour qu'on puisse partager avec vous les éléments du drame atroce qui vient de se dérouler au Niger. Et on va d'abord vous présenter les faits et ce que nous en savons. Marie-Pierre. Merci. Merci Fred. Tout d'abord, aujourd'hui, je tiens à vous dire que toutes nos pensées sont tournées évidemment vers les familles des victimes et nos équipes. C'est un drame absolument sans précédent à Acted et à Impact, car comme vous le savez, il y a des staffs Acted et il y a des staffs Impact. C'est un acte barbare, inqualifiable, qui est révoltant. Maintenant, je vais vous parler des faits. Les faits, donc, à 8h30 hier, 7 de nos staffs d'Impact et d'Acted sont partis dans le parc de Kouré. À 9h30, ils ont confirmé, selon les protocoles habituels, leur arrivée au parc à 9h30. Peut-être il est à noter qu'à Niamey, comme à Kouré, ainsi que sur la route entre Niamey et Kouré, ce sont les seules zones jaunes du Niger. C'est-à-dire, selon la classification du MAE, en vigilance renforcée. C'est les seules zones jaunes du pays, toutes les autres étant orange ou rouge. Vers 11h30, il y a une attaque. La première dans cette zone extrêmement fréquentée par l'ensemble de la communauté internationale. Car comme mentionné, je le répète parce que je crois que c'est une information importante, c'est une zone jaune du pays. En début d'après-midi, nous avons été informés par les gardes forestiers qui gardent le parc qu'un véhicule d'Acted avait été retrouvé calciné. En liaison avec l'ambassade, un véhicule Barkhane et une ambulance ont été envoyés sur place. Et sur place, ils ont trouvé 8 corps et les ont rapatriés à l'Institut médico-légal de Niamey dans la soirée pour identification. Les corps de nos staffs et de leurs guides ont été identifiés en fin de soirée. Nous sommes en contact avec les familles dont je mesure l'immense douleur aujourd'hui. Et durant ce drame, je tiens à remercier également les autorités nigérianes et françaises qui nous ont apporté leur plus grand soutien. Peut-être Frédéric, pour le contexte. Bonjour à tous. Je vais peut-être resituer le contexte parce que Fred et Marie-Pierre sont les créateurs d'Acted, qui est une très importante ONG internationale depuis 27 ans. Pour ma part, j'ai d'autres expériences de vie professionnelle et publique. J'ai découvert donc le milieu humanitaire il y a peu de temps, il y a maintenant 5 ans et demi. J'ai découvert un milieu très engagé, très généreux, très altruiste, qui est composé d'hommes et de femmes de tout âge et de tout engagement, des gens qui sont très très puissamment engagés pour l'avenir, un avenir meilleur de la planète. Et nous qui sommes présents dans 37 pays du monde, des pays dont on va parler un petit peu dans le détail, mais nous avons des gens qui, au-delà d'un cadre professionnel, s'engagent avec foi, avec ferveur pour améliorer la situation des gens. Acted, c'est le dernier kilomètre, c'est notre signature. Nous accomplissons le dernier kilomètre. Nous sommes engagés donc dans 37 pays et dans ces pays, là où nous sommes le plus engagés, là où nous avons le plus d'actions, le plus de programmes qui sont mis en œuvre et aussi le plus de bénéficiaires, c'est l'Afghanistan, là où Acted a été créé. C'est le Yémen, c'est l'Irak, c'est la Syrie, bien évidemment, c'est la Somalie, c'est le Soudan du Sud. Autrement dit, des pays où il ne fait pas toujours bon vivre. Ce sont des pays qui connaissent des drames absolus, la guerre, des guerres civiles, des confrontations, du dérèglement climatique, qui font que les humanitaires sont très engagés dans ces pays et pour ce qui nous concerne depuis longtemps. Alors, c'est vrai que quand on parle de zones, sachez que nous travaillons dans des zones très éloignées, très difficiles. On ne travaille pas en Norvège ou en Nouvelle-Zélande, on travaille dans ces pays-là. On travaille dans les pays d'Afrique, on travaille dans les pays du Moyen-Orient, on travaille dans les pays d'Asie,
en général de manière plus éloignée que dans les capitales où se trouvent nos bureaux, et nous portons des programmes d'assistance, des programmes d'urgence, de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'eau potable. C'est ce que nous faisons en particulier au Niger. Et au Niger, par exemple, nous travaillons dans des zones qui sont qualifiées comme rouges. Mais si nous n'y allons pas, qui y va? Si nous n'y allons pas, qui va nourrir la population? Qui va soutenir cette population? Au Niger, nous avons environ 200 employés. Nous soutenons 232 000 bénéficiaires directs. À Difa, complètement dans l'est du pays, à Tillabéri, dans la partie ouest. Et si vous regardez la carte, évidemment, vous dites que ce sont des zones rouges. Et c'est l'épouvantable paradoxe de savoir que nos jeunes humanitaires sont morts dans cette zone jaune, une zone où l'on pouvait aller, je dirais, de manière assez classique quand on avait besoin de repos. Les humanitaires, ce sont des gens qui travaillent au-delà de tout horaire, qui travaillent au-delà de toutes les journées. Et le dimanche, quelquefois, quand on peut, on se repose. Nos humanitaires nationaux vivent dans leur famille, profitent de leur famille. Nos humanitaires expatriés, quand ils le peuvent, se déplacent, profitent d'un petit peu de bon temps entre eux. Et avec des mesures de sécurité extrêmement drastiques qu'on pourra vous rappeler, à ce moment-là, ils peuvent eux aussi se déplacer. Nous sommes en période de vacances, l'été, les gens se reposent, et je voudrais qu'on puisse avoir une pensée pour ces humanitaires, qu'ils soient d'Acted, qu'ils soient d'autres ONG, qui sont engagés en permanence pour le bien et le devenir des populations, de ces populations vulnérables. Alors, nous ne sommes pas très connus. Vous avez probablement découvert Acted au moment de ce drame. Acted est pourtant une très importante ONG internationale, comme je vous le disais, mais nous avons une relation très forte avec nos bailleurs, qui sont des bailleurs institutionnels internationaux. Nous travaillons avec des financements des Nations Unies, au travers des agences des Nations Unies, de l'Union européenne, des États. On nous fait confiance, on nous fait de plus en plus confiance depuis 27 ans que nous existons. Ça veut donc dire que le professionnalisme d'Acted, le sens de la responsabilité d'Acted est reconnu par ceux qui financent tous ces programmes sur le terrain. Nous allons donc continuer nos tâches pour porter assistance aux bénéficiaires dans le respect évidemment de la légalité des États. Nous travaillons dans les États où nous sommes enregistrés. Et si, comme je vous le disais à l'instant, nous ne sommes pas très connus en France, je vous garantis, dans les pays où nous travaillons, nous sommes très réputés. Et au Niger, nous sommes très réputés. Merci Frédéric. Oui, au-delà du paradoxe atroce qui est que, alors qu'Acted travaille depuis 10 ans dans les zones les plus rouges du pays, les zones les plus dangereuses, où sont les besoins les plus criants, où sont les camps de réfugiés dans les conditions les plus épouvantables, nous venons de perdre des amis, des collaborateurs, dans la seule zone jaune, selon le MAE, où il n'a besoin que de la surveillance renforcée pour se déplacer. Cette zone, elle est toute petite. C'est la capitale, une route de 100 km et un parc. Et c'est un paradoxe tragique que ça soit précisément dans cet endroit-là que cet horrible événement ait pu se produire. Cela dit, je voulais quand même élargir un peu le débat et faire part de vraiment une préoccupation profonde que nous avons. Dans le monde que nous connaissons, où la conflictualité, les conflits, les dommages, les victimes sont de plus en plus importantes, les ONG sont les acteurs qui, sur le terrain, doivent réparer les dégâts. La communauté nationale n'a pas pu régler les problèmes de la Syrie. C'est regrettable. Qui s'occupe des Syriens en zone rouge qui n'ont ni toit, ni nourriture, ni eau? Nous, les ONG, pas qu'Acted. Dans la région d'Idlib, assiégée, martyrisée, où 4 millions de personnes vivent dans une situation atroce, dans une relative indifférence générale, qui nourrit ces gens? Qui va au dernier kilomètre leur apporter de l'eau et des matériaux simplement pour survivre? Qui? Nous les ONG. Et du coup, on trouve que moi qui ai 30 ans d'humanitaire et qui ai contribué avec des amis à fonder Acted, j'ai vu un changement
très pénible ces 25 dernières années. D'un côté, la communauté internationale n'arrive pas à régler les conflits. Et de plus en plus, des populations massives sont soumises au Yémen à la famine, au Sud-Soudan à une guerre civile, à une famine abominable. De plus en plus, des gens se réfugient dans leur propre pays dans des conditions atroces. Et on demande aux ONG d'opérer au nom de la communauté internationale littéralement une mission de service public. L'humanité a demandé aux ONG de travailler là où plus personne n'allait. Ni les diplomates, ni les journalistes. À Idlib, plus personne ne va à Idlib, sauf nous. À Idlib, nous avons 400 staff. Au Niger, depuis 15 ans, nous avons, vous donnera tout à l'heure le détail de ce que nous faisons, mais depuis plus de 10 ans, nous aidons 230 000 personnes, pas dans la capitale, pas dans les zones jaunes, dans les zones les plus rouges écarlates du pays. Et du coup, oui, je peux dire que, en mon nom, au nom d'Acted, mais au nom de tous les humanitaires, je trouve vraiment déplorable cette situation où, d'un côté, la communauté internationale demande aux ONG de prendre des risques pour aider les gens à ne pas mourir de faim, de soif, de maladie, dans des conditions atroces. Et de l'autre, je constate, au bout de 30 ans, que les humanitaires, qui étaient autrefois des personnes inviolables et sacrées, sont devenus au fil des ans des victimes collatérales. Un jour, on bombarde un hôpital, un jour, etc. Et maintenant, depuis de nombreuses années, les ONG et leur personnel, nationaux et nationaux, sont devenus des victimes prioritaires. En anglais, on dit des soft targets. Donc nous sommes passés d'inviolables et sacrés à dommages collatéraux et maintenant à victimes prioritaires. C'est tellement plus facile de s'attaquer à un humanitaire qui nourrit un camp de réfugiés et qui empêche les enfants de mourir de faim avec son t-shirt, sa petite chemise et sa voiture, que de s'attaquer évidemment à une base militaire ou etc. Et nous trouvons que la communauté internationale a failli, car d'un côté, elle nous demande de prendre ces risques que, comme le disait Frédéric, des équipes jeunes, motivées, idéalistes et professionnelles, à Acted et ailleurs, acceptent de prendre. Et de l'autre côté, la communauté internationale considère que chaque fois qu'un humanitaire est attaqué, tabassé, bombardé, assassiné, c'est un problème à discuter. Il est urgent, il est important que cette mission de service public pour la partie la plus vulnérable de l'humanité que nous accomplissons soit intégrée par la communauté internationale et que le droit international humanitaire intègre de façon prioritaire la protection des humanitaires. Et nous lançons un appel aujourd'hui à la communauté internationale, au Conseil de sécurité des Nations Unies et, je l'espère, au gouvernement et pourquoi pas la France, pour porter dans tous les forums internationaux la question de la sécurité et de l'inviolabilité des humanitaires. On a bien réussi à se mettre d'accord sur l'inviolabilité des diplomates. On pourrait peut-être considérer que la communauté internationale doit faire des efforts juridiques pour se mettre d'accord sur des procédures visant à assurer cette sécurité au-delà des réactions au coup par coup ou sur tel ou tel incident, on va essayer de régler un problème. C'est un problème qui nous paraît majeur et nous lançons vraiment cet appel pour que la communauté internationale réalise la contradiction entre nous demander et nous soutenir, et nous les remercions, pour aider ces populations qui vivent de façon dramatique, en nous laissant seuls confrontés à une violence où nous sommes devenus les cibles les plus faciles. C'est tellement facile de tuer un humanitaire. C'est tellement facile.
Je vais maintenant laisser la parole à notre avocat, puisque en l'absence de cette prise de conscience de la communauté internationale et de cette action des États pour qu'au niveau global soit reconnu et protégé le métier d'humanitaire, sur ce que nous préparons au cas par cas pour ne pas laisser impuni le crime abominable qui vient de se produire au Niger envers nos équipes. Je laisse la parole à notre avocat, Joseph Royan. Merci. Merci d'être venu. Quelques rapides compléments à ce que vient d'indiquer Frédéric. Un, les humanitaires, en tout cas au regard du droit international, ce sont des civils comme les autres. Ça veut dire que quand on attaque un humanitaire, il n'y a pas plus de protection, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Depuis au moins le début du 19e siècle, il y a des conventions internationales pour protéger, que ce soit les journalistes, que ce soit les diplomates. Et effectivement, Fred l'a parfaitement souligné, il y a eu une évolution des faits, dans les faits plutôt. Et pourtant, le droit n'a absolument pas évolué, n'a absolument pas pris en compte cette évolution pratico-pratique. Et donc, Acted va consacrer énormément de temps, d'énergie pour tenter de faire évoluer cela. Au-delà de ça, bien évidemment, au-delà de cette problématique générale qui risque de prendre un certain nombre d'années, Acted va déposer dès demain matin, enfin, en tout cas mes équipes sont déjà dessus, ce sera peut-être dans quelques jours, mais va déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s'est passé et pour qu'on sache au moins et que les familles sachent, parce que c'est aussi l'objectif, ce qui s'est passé précisément. Est-ce que c'est une attaque d'opportunité? Est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'est quelque chose qui risque d'arriver à nouveau? Qui est responsable? Qui est coupable? Qui a financé? Et est-ce qu'on pourra attraire un jour ces personnes devant les juridictions françaises? Voilà. J'en ai fini. Nous sommes maintenant prêts à prendre quelques rares questions. Nous avons des problèmes à traiter. Donc, si quelqu'un veut se lancer, on aura plaisir à vous répondre. Quels éléments d'information complémentaires pouvez-vous nous donner sur les faits, sur ce qui s'est passé exactement hier? À ce stade, la priorité a été de qualifier la situation, de rapatrier les victimes, de les identifier et de pouvoir informer les familles de la situation. Donc, la partie d'investigation va commencer. Nous envoyons sur place une équipe d'investigation qui va tout reprendre pour comprendre dans le détail ce qu'il a pu se passer et quels sont les tenants et aboutissants de ce drame. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Et sur les victimes, est-ce qu'on peut savoir quels âges? Oui. D'accord. C'était des femmes? Écoutez, on tient, je vais céder la parole à Marie-Pierre, on tient évidemment beaucoup à protéger l'anonymat des victimes et leurs familles. Ce qu'on peut dire, c'est que les victimes avaient entre 25 et 50 ans, qu'il y avait je te laisse sur les détails, donc il y avait 4 femmes et 4 femmes et 4 hommes. 4 femmes et 4 hommes. Voilà ce qu'on peut dire à ce moment. Évidemment, au fur et à mesure que les choses vont se développer, on pourra, en lisant avec les familles, donner plus d'informations. Est-ce qu'ils travaillaient depuis longtemps? Ok. Ok. Zone depuis un moment? Ok. Bon, comme je vous l'ai dit, on travaille au Niger depuis maintenant 10 ans et très classiquement, nos staffs nationaux restent sur place. Et une très grande partie d'entre eux travaillent avec nous au Niger depuis 10 ans, 8 ans, 7 ans, etc. Nos staffs internationaux ne restent en général pas plus de 3 ans dans un pays. Donc, on reviendra dans les détails, mais on peut dire qu'en moyenne, et selon les cas, un staff international reste, je dirais, en moyenne 1 an, etc. Donc je dirais de quelques mois à 2 ans. Une source locale parlait de stagiaires. Est-ce que vous confirmez? On avait à Niamey
un volontaire international qui était basé à Miami, donc zone safe, et qui a fait partie de ce voyage. Je crois que c'était la première fois qu'il quittait Niamey, pour son malheur. Donc, par principe, nous n'envoyons pas de volontaires, évidemment, dans les zones qui ne sont pas jaunes, au regard du MAE et à notre propre garde. Et oui, voilà. Donc, et ce n'est donc pas un stagiaire, c'est un volontaire. C'est un volontaire. C'est une personne qui avait été formée, qui avait fait les inductions sécurité, etc. etc. C'est ça. Et qui en général passe 6 mois au moins ici à Paris pour être au siège, pour être formé avant de partir sur le terrain. Et donc vous comprenez que cette visite du parc était une visite divertissante, c'était pas une mission, vous étiez là pour... Absolument, absolument. Comme je vous le disais, le dimanche, nos équipes viennent de subir un confinement un peu plus éprouvant que celui que nous avons subi. Et donc le dimanche, dans certains cas, alors que nos staffs nationaux en général profitent de ce jour de congé pour aller dans leur famille et jouir de l'harmonie et de la paix familiale, nos expatriés sont autorisés, dans des procédures extrêmement encadrées, à visiter les endroits les plus sécurisés du pays. La zone de visite, etc., est une zone où, classiquement, toute la communauté internationale basée à Miami va le week-end, communauté internationale, diplomate, que sais-je, et qui, jusqu'à présent, et jusqu'à hier, n'avait connu aucun incident de sécurité. Ce qui explique que cette route et ce parc soient en zone jaune. Et d'où le terrible paradoxe que cet incident ce drame se soit produit dans la zone supposée être la plus sécurisée du pays. Peut-être un personnel déjà au Nigeria le mois dernier. Absolument. Si les attaques se répètent, les pertes aussi, est-ce que vous allez changer vos procédures de sécurité ou est-ce que ça va impacter vos activités sur le terrain humanitaire? Est-ce que vous allez réduire vos zones de travail? Écoutez, avant que je laisse la parole à Joseph, c'est pour ça que je suis un peu énervé. Nous avons pour vocation d'aider les personnes les plus fragiles, qui sont dans les zones les plus dangereuses. Alors je vous pose la question, que faire? Évidemment, nous avons au cours des dernières années, mois par mois, durci nos règles de sécurité. Mais, malgré tout, nous considérons qu'il est de notre devoir, de notre mandat, de notre raison d'être, de continuer à aider les populations les plus menacées de la planète. Nous le faisons de plus en plus dans des conditions de remote management, comme on dit en bon français, et où on essaie, dans la mesure du possible, de travailler et de déléguer aux communautés locales une partie des activités. Mais pour des exigences de transparence, de neutralité, qui sont centrales à la crédibilité de long terme de nos interventions, nous sommes obligés, même dans ces zones-là, de garder une intervention directe pour nous assurer que la neutralité est appliquée. Encore une fois, une contradiction. Donc, nous avons eu plus d'incidents de sécurité, et pas que nous. Et c'est ça qui commence à nous rendre extrêmement las de la situation. Vous avez parlé du Nigeria le mois dernier, mais on a eu aussi l'Afghanistan l'année d'avant, la Syrie il y a quelques années. Mais est-ce que pour autant, et je vous pose la question, on doit abandonner les populations d'Idlib? Est-ce que ces 3 millions de personnes vont vivre sans eau, sans nourriture et sans abri? Est-ce qu'on va se croiser les bras et considérer qu'on ne fait rien? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Et c'est vrai que cet arbitrage entre ce dernier kilomètre, aider ces gens dans une situation aussi dramatique, et notre sécurité est un arbitrage qui nous occupe tous les jours. Aujourd'hui, c'est une situation dramatique, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'intéresse à ça, c'est tous les jours. Et c'est pas...
il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions si on veut continuer. Ou alors, on change de métier, on change d'engagement et on considère que le sort des millions de personnes est libre, le sort des victimes de la famine au Yémen n'est pas notre problème. Et on regarde aux infos ce qui se passe et combien d'enfants meurent de faim. Et puis ce qui se passe au Sud-Soudan dans les camps de réfugiés, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Et ça, on ne peut pas parce qu'on a comme engagement de travailler là. Et donc cet arbitrage sécurité, dernier kilomètre, c'est notre travail en définitive. Les activités qu'on fait ne sont pas très compliquées. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir les faire en assurant le maximum de sécurité. C'est devenu pratiquement le cœur de notre travail. Et c'est voilà, c'est la situation. Oui. Oui. Il faut compléter, juste compléter la... Oui. Attendez. D'abord, on va finir la question sur la sécurité. Il y a, depuis cet incident, des nouvelles règles qui interdisent à tous les salariés de cette zone de sortir de l'endroit où ils doivent travailler. Il n'y a plus le moindre trajet de confort, entre guillemets, si tant est que cette expression puisse être juste, qui soit autorisé dans la zone. Ça, c'est un. Deux, Mesure qui a été étendue au Tchad, au Niger, au Mali et au Burkina, à toute la région. Centrafrique a ses propres régulations et ils sont déjà, depuis longtemps, vu la situation centrafrique, dans un lockdown tout à fait dur. Et il est hallucinant de voir à quel point, en tout cas pour moi qui n'ai jamais été humanitaire, de voir à quel point Acted connaît ces zones dans les moindres détails et à quel point la sécurité est quelque chose qui est fondamental. Si vous vous amusiez à aller regarder le code de conduite d'Acted et chacun des documents, par zone, vous avez des documents qui font 7, 8, 9 pages qui disent ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire, dans quelles circonstances on peut sortir. Par exemple, là, qui était la zone la plus tranquille du Niger, ou la moins dangereuse du Niger, obligation de prévenir 48 à 72 heures avant de partir, vérification par les équipes sécurité locales qu'il n'y ait pas eu de problème sur place, qu'il n'y a pas eu de bande qui maraudait ou des choses comme ça, obligation d'appeler au moment où on part, obligation d'appeler au moment où on arrive, etc., etc., etc. Et c'est grâce à ça que, au moins, l'information a pu remonter, entre guillemets, aussi vite. Et c'est grâce à ça que depuis des années, on continue à opérer en zone rouge, parce qu'évidemment, c'est devenu, et c'est vraiment triste, notre principale préoccupation. Comment arriver à continuer à accéder à ces zones devenues aussi dangereuses. Oui. Est-ce que les victimes connaissaient bien la zone? Est-ce qu'ils avaient une expérience de ce terrain-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, nos équipes travaillent sur des bases dont les 3/4 sont situées en zone rouge, qu'elles connaissent bien. Cette zone-là est la seule zone, à part la capitale Niamey, où on peut aller se promener. Okay. Donc, et c'est pour ça qu'ils y sont allés, pour pouvoir un peu s'aérer, okay, dans les conditions très strictes de sécurité. Donc cette zone-là, elle est connue de tout le monde et de toute la communauté expatriée à Niamey, puisque les gens y vont régulièrement pour souffler. Donc je dirais oui et non. Ils connaissent surtout les zones du travail, qui sont beaucoup, beaucoup plus dangereuses. Là, ils venaient pour découvrir. Et pour... Oui. Est-ce qu'on peut penser à une attaque ciblée? Est-ce que dans auquel cas ce serait une réponse peut-être à la présence étrangère? On n'en a aucune idée. L'impression, c'est que c'est une attaque d'opportunité faite par un petit groupe isolé de criminels, etc. Mais à vrai dire, nous n'en savons rien. Vous parliez tout à l'heure de victimes prioritaires, c'était vos mots. Oui. Ils étaient dans un véhicule Acted. Oui. Forcément, le côté inopiné paraît un peu difficile à intégrer. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient occidentaux ou vous pensez que votre association a été visée sur place? Est-ce que je peux regarder des désolé, Est-ce- il pose des questions là-bas. Oui, excusez-moi. Donc, reprenons la question. Est-ce que vous étiez délibérément visé pour vos activités sur place? Comme je le disais, nos activités sont ailleurs. Et ailleurs, on n'a pas de problème. Les gens nous connaissent, savent ce qu'on leur apporte
Et il est extrêmement rare que dans les zones les plus dangereuses des pays où on travaille, on ait un problème. Les problèmes sont souvent ailleurs. Et en l'occurrence, c'est le cas. Donc, notre impression, c'est que ce sont des Occidentaux qui ont été visés. On ne connaît pas les gens qui ont attaqué. On ne connaît pas même leur connaissance du français, qui leur aurait permis de voir sur les logos des voitures le fait que nous étions des humanitaires. Mais comme je le disais, que cela soit conscient ou pas, que cela soit volontaire ou pas, la réalité, c'est que nous sommes devenus des cibles prioritaires dans de plus en plus de pays et qu'il faut absolument que la communauté internationale le comprenne et nous aide. Une question dans la directrice, pardon. Vous aviez évoqué tout à l'heure un protocole en arrivant à 9h30, il y avait un appel. Quel était exactement le protocole de sécurité ce jour-là? En fait, est-ce qu'il a été respecté, ce que vous le savez? Oui, tout à fait. Donc, comme le disait précédemment Joseph, donc les zones sont, même pour un petit voyage le dimanche, les zones sont en clearance 72 heures avant, font l'objet d'une revue, 72 heures avant le départ, font l'objet d'une autorisation spéciale de la direction pays du Niamey, en liaison avec la direction sécurité à Paris. Et le départ se fait forcément après le lever du jour, à une certaine heure. Et il y a un appel pour confirmer l'arrivée sur lieu, qui a eu lieu à 9h30. C'est le fameux appel de 9h30 que j'ai mentionné. Et en général, sur cette zone, ils appellent quand ils repartent. Évidemment, ils vont pour la journée, pas plus. Et ils repartent en général assez tôt dans l'après-midi pour être à Niamey à nouveau, largement avant le coucher du soleil. Et c'est ce deuxième call qu'on n'a jamais eu. Et qui nous a alerté à comprendre qu'il y avait un problème. Il y avait un drame il y avait un problème qui s'est avéré être un drame. Vous disiez que c'était sans précédent pour Acted. Est-ce que l'association a fait l'objet de menaces? Est-ce que les humanitaires ont déjà vécu des situations de tension dans la région qui peuvent laisser présager un incident? Déjà, quand on dit sans précédent, Acted a 7000 staffs, ce qui est un nombre relativement important, mais néanmoins, la perte de 7 staffs dans un pays, c'est sans précédent pour Acted. Bien sûr, on a eu des accidents, bien sûr, on a eu des drames, vous les connaissez probablement, mais ça a été brutal dans une zone où on pouvait ne pas s'y attendre, et ça a été un grand nombre de personnes. On a 200 personnes, on en perd 7 hier. C'est sans précédent pour Acted, oui, tout à fait. Par la brutalité, par la soudaineté et par le fait qu'on ne l'ait pas envisagé sur cette zone-là. Autant sur certaines zones, il y a des trajets suivis heure par heure, où il peut y avoir du risque, où on a des alertes, où les gens font demi-tour. On suit dans certains pays la sécurité en temps réel, par village, vous voyez, etc. Donc, mais sur cette zone-là, effectivement, c'est sans précédent par d'abord le nombre de victimes, par sa soudaineté et par sa brutalité. Pourquoi justement la seule zone qui est minuscule par rapport au reste qui est en orange, en rouge, pourquoi cette zone-là minuscule est en jaune? Alors, je ne suis pas en charge des zones jaunes, orange, Quelle est la rouge globalité de cette zone du ministère des Affaires étrangères. Je rappelle que c'est une classification du ministère des Affaires étrangères. Et donc, c'est une zone, quelque part, qui touche Niamey, qui est une extension de Niamey vers un parc. Voilà. Et donc, c'est Niamey, la route, c'est tout près, hein, c'est à 40 minutes, et le parc. Voilà, c'est la zone jaune autour de Niamey. Et jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun incident. D'où la zone jaune du ministère qui corrobore nos informations. Sachant que le classement des ministères des Affaires étrangères commence par le vert, il n'y a pas de zone verte. La seule zone jaune, ensuite vous avez orange et rouge. Vous voyez, le rouge est très très important, proportionnellement. Et donc la seule zone jaune, c'est celle qui vous est décrite. On pourra vous en donner un exemplaire. On vous donnera un exemplaire. Voilà, c'est là. Et c'est la carte qui est disponible sur l'ambassade de à Donc il n'y a l'ambassade pas de zone France verte, au il y a Niger. cette petite partie de zone jaune. C'est pour ça que c'est un épouvantable paradoxe. Oui. Vous avez fait la possibilité d'une plainte et ça s'est traité
ça sera déposé au tribunal judiciaire de Paris, doyen des juges d'instruction ou parquet. Très franchement, on n'a pas encore vérifié ce point-là, même si, en tant qu'avocat, je préfère que les droits de la défense soient respectés, donc passer devant un juge d'instruction. Mais bon, voilà. A priori, doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, pôle terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la personne qui accompagnait C'était un guide. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose et on en saura plus dans les prochaines 24 heures. Il n'y avait pas de chauffeur, donc c'est lui qui conduisait. Non, Non, on avait un chauffeur d'Acted, D'acted. dans une voiture d'Acted, et à l'entrée du parc, on prend un guide qui assure la sécurité des visiteurs dans le parc. C'est un guide qui est armé. Ah, non. Non, c'est un guide donc, du parc et, que l'on a récupéré pour cette visite. Donc on l'avait réservé pour cette visite. Je rappelle aussi, pour des raisons de sécurité, que les staffs d'Acted ne voyagent qu'en véhicule Acted. Ils n'ont pas de véhicule propre, ils n'utilisent pas de taxi. Ils voyagent que dans les véhicules d'Acted, avec des chauffeurs Acted. Tout déplacement nécessite une précision, l'heure, le lieu où on va, quelle personne on va rencontrer et qui est signé par le passager qui se rend Surtout, par nous ce véhicule. n'acceptons jamais la moindre arme dans nos véhicules. C'est une des conditions de notre neutralité. Donc nous pouvons, dans certains cas, accepter des escortes armées, mais en aucune façon et jamais un véhicule d'humanitaire, pas seulement Acted, n'acceptera de prendre une personne armée dans son véhicule. Est-ce qu'il aurait fallu une escorte armée dans ce cas? Avec des signes. Manifestement, oui. Mais ce n'était pas prévu, etc. Et encore Je crois une que fois, la réponse est avec la question. Bien sûr. Et encore une fois, c'est la zone la plus sécurisée du Niger. Ok. Très bien. Peut-être une dernière question. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vos bénévoles ou travailleurs d'Acted avaient une base au Niger, ils travaillaient sur différentes bases. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que faisait vraiment cette première chose-là et où ils étaient basés? On va vous distribuer peut-être la newsletter du mois qui va vous montrer les activités précises que l'on fait au Donc, Niger. Vous aurez comment comme les ça toutes les 228 informations. 000 personnes. On travaille sur plusieurs bases. En général, les zones les plus fragiles, à la frontière du Nigeria, etc. Souvent dans des camps de réfugiés. Encore une fois, les plus démunis. Et vous aurez les détails dans... Et les 7 victimes en question, est-ce qu'il y avait des postes précis Ah ben évidemment, à ce stade... hein, Ouais, juste l'ensemble des staffs victimes étaient basés à Niamey. et leur mission précise? On vous donnera plus tard, mais elles étaient basées à Niamey. et occuper des Différentes fonctions plutôt de support au sein de l'organisation. logistiques, financiers, administratifs. Merci. Merci à tous. Les documents sont là, sur notre activité au Niger. Et s'il vous plaît, relayez notre message sur l'importance pour la communauté nationale d'arriver à comprendre que le rôle des humanitaires doit être protégé beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. Merci beaucoup. Merci. Soit du pôle contemporain, soit du pôle